Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire le point sur mes meilleures et pires lectures de 2025? On est mi-février et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai pas eu le temps de vous parler de ces lectures que j'ai adorées et que j'ai moins aimées en 2025. J'avais prévu de le faire le mois dernier en janvier, mais j'avais tellement de vidéos prévues que je me suis dit ok, il faut que je repousse une des vidéos et c'est celle-ci. Et je me dis il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps parce qu'on est encore que début 2026, donc au moins, voilà, je suis dans la norme. Le bon côté, c'est que, alors, c'est pas des pires lectures. C'est vraiment des lectures moyennes que j'ai trouvées assez bof, qui ont été des 3, voilà, ou des 3,5, mais sans plus, parce que je les ai pas autant appréciées que ça, mais c'est pas mes pires non plus lectures. Je veux dire, j'ai connu pire, voilà, très clairement, j'ai connu largement pire. Donc la vidéo va être diffusée en 3 parties. La première, je vous parler de mes meilleures lectures. La deuxième, des lectures que j'ai trouvées moins bonnes. Et la troisième, ça va être ce que j'appelle les mentions honorables, qui sont des romans que j'ai adoré découvrir, qui ne font pas partie de mes favoris, mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Sachant que j'ai pas de top particulier en disant voilà, ce livre là je vous présente c'est vraiment le numéro 1 pour moi, meilleure lecture de 2025 et celle-ci c'est vraiment ma pire lecture de 2025. Non, j'ai pas de genre particulier, c'est juste voilà, j'ai quand même pas mal de romans. Niveau meilleure lecture, le premier que je vais vous présenter c'est Heartless Hunter de Kristen Sekaeli chez édition PKJ qui est le premier tome de la duologie The Crimson Moth. Je crois que c'est ça. J'ai adoré. Franchement, ça a été mon premier, je crois, 5 étoiles de l'année 2025. J'ai vraiment adoré. On va suivre Rune Winter qui a un don particulier. C'est une sorcière. Voilà, les sorcières qui se servent du sang, voilà, de leur sang pour faire des sorts. Et elle est dans une identité secrète, excusez-moi, qui s'appelle le Sphincte Rouge, où en gros, c'est une sorcière justicière qui vient aider les autres sorcières à les empêcher d'être tuées. Mais pour tenter de sauver, je crois, une grande prêtresse, sorcière il me semble, elle va devoir séduire Gideon Sharp, qui est donc le frère de son meilleur ami, qui est aussi un chasseur redoutable de sorcières. Et on va dire que des petits sentiments voilà, vont commencer à émerger entre les deux, sachant que Gideon ne peut pas vraiment voir les sorcières à cause de choses qui s'est passé. Et Rune doit juste séduire de base Gideon pour avoir des informations, mais son cœur va balancer entre la justice et l'amour qu'elle porte pour lui. J'ai adoré. Franchement, j'avais adoré ma lecture, gros coup de cœur, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'univers, j'ai trouvé le système de la magie par le sang tellement intéressant, tellement original, j'ai adoré voir l'évolution de Gideon, sachant que c'est un homme cruel, froid, sans cœur, et qui commence à s'ouvrir petit à petit à Rune, et on apprend le pourquoi du comment il est comme ça, et pourquoi il a autant de haine envers la sorcière. J'ai vraiment adoré, les derniers chapitres m'ont vraiment tenu en haleine quand j'avais lu, ça s'est arrêté sur un énorme cliffhanger, et j'avais tellement hâte de la sortie du tome 2, que je l'ai pas acheté tout de suite, bien évidemment, je l'ai lu le mois dernier. J'ai vraiment adoré cette duologie, j'ai vraiment adoré ce tome 1. J'ai adoré en fait l'univers de l'autrice. J'ai adoré l'univers de l'autrice, à quel point elle va nous prendre en haleine. Et même si c'est un roman young adulte, c'est de la romantasy young adulte. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Franchement, gros coup de cœur. Ma deuxième lecture, j'ai pas avec moi, mais c'est Ces mots que nous taisons de Edgy Brochmilk qu'on a chez l'édition Hugo Roman. Je l'ai lu sur ma Kindle l'année dernière et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez Grey's Anatomy, vous allez adorer ce roman. C'est vraiment dans un univers médical qui se passe, je crois, au Canada, que j'ai vraiment surkiffé du début à la fin. Le bon côté, c'est que j'avais certaines choses que je connaissais grâce à Grey's Anatomy, Urgence et tout ça, donc ça m'a plutôt plu. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré toute l'ambiance médicale, le côté très compétition entre nos deux protagonistes. Euh, Principaux. J'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré les retours de situation, j'ai adoré le fait que ça se passe au Canada, j'ai adoré, je sais pas, j'ai tout aimé dans ce roman-là. Et il y a un deuxième tome qui sort qui sont ces silences, bref, je sais plus, je vous mets la couverture là, que j'ai très très hâte de lire aussi, voilà, simplement parce que j'adore cet univers. Et enfin, c'est dans le même univers en tout cas, mais j'ai vraiment adoré les personnages, j'ai adoré l'univers. C'est une romance qui changeait vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire et ça ne m'a pas du tout dérangé. Et j'ai envie de découvrir plus de romances dans le milieu médical parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de bonnes choses à faire, tellement de choses à découvrir. Franchement, j'ai vraiment adoré. Je peux pas parler de mes meilleures lectures 2025 sans mentionner Lever de soleil sur la moisson de Sam Collins, qui est le, on va dire, sixième tome, peut-être cinquième, non, cinquième tome, mais deuxième tome préquel de l'univers Hunger Games, la chez édition PKJ. Évidemment, je vous ai fait un reading vlog quand il est sorti, quand j'ai lu, je vous mets dans le petit juste là ou là, et j'ai adoré. C'est le tome centré sur Haymitch, sur 50e jeu qui reste les jeux des Hunger Games les plus violents à ce jour dans l'univers de Hunger Games. Et j'ai adoré, que ce que je vous dis, j'ai adoré retrouver ce univers. J'ai trouvé, en fait, ce que j'ai adoré comparé aux autres, c'est que j'ai trouvé tellement plus violent et tellement plus descriptif. Et ça m'a plu, genre vraiment, j'ai adoré tout l'univers qui se passe dans les jeux. Bon, j'ai adoré découvrir Haymitch, j'ai découvert
comment il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui à cause des jeux et à quel point ça l'a vraiment marqué. J'ai adoré voir Effie aussi, j'ai adoré tous les autres personnages secondaires, enfin principaux qu'on rencontre après dans plus le tome 2, l'embrasement. J'ai vraiment adoré cet univers, j'adore Hunger Games de base depuis le collège. J'ai tellement hâte de voir le film, je me ferai une relecture avant la sortie du film et évidemment je vous donnerai mon avis dessus. Mais j'ai adoré, c'est vraiment génial, c'est les 50e donc Hunger Games, on va suivre Haymitch qui est sélectionné, mais la petite différence, c'est je crois qu'on a 4 personnes qui sont tirées au sort, donc 2 filles, 2 garçons du même district. Et je trouve ça vraiment génial. Il y a eu tout un engouement, un univers. J'adore. Juste j'adore, j'ai adoré. Ça a été mon deuxième gros 5 étoiles de 2025. Juste pépite. L'un des romans qui m'a le plus marqué et touché en 2025, ça a été Circé de Madeline Miller chez l'édition Pocket. Je trouve le roman super joli. J'ai le champ d'acheter dans la même édition que j'avais lu aussi, je crois, en 2023, il me semble, ou 2024. Mais Circé de Madeline Miller. J'ai adoré, ça m'a vraiment touché ce roman. Sur en fait toute la vie de Circé m'a vraiment touchée, voir à quel point c'est une fille qui, enfin une jeune femme qui est devenue une sorcière parce que, et un peu, on va pas dire cruelle, mais elle a été forgée en fait d'une certaine façon à cause de des siens, en gros de ses proches, et elle a aimé sans pouvoir vivre forcément une vie heureuse, et j'ai vraiment adoré. Voilà, juste, ça a été vraiment mon gros coup de cœur, ça a été le roman qui m'a le plus touchée l'année dernière. Et qui m'a marqué pendant plusieurs mois d'ailleurs, parce que j'ai pas arrêté d'y penser. Je me suis dit quand je ferai cette vidéo, évidemment que Circé, je vais pas dire que c'est mon numéro 1, mais c'est quand même un peu mon numéro 1, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui m'a touchée par sa vie, par sa force, par son univers. J'adore les dieux grecs et tout ça, mais c'est vrai que Circé c'est une sorcière enfin, un personnage qui était un peu mis dans l'oubli mais qui était très présent, je pense, avec les travaux d'Ulysse et tout ça, mais le fait d'en apprendre un peu plus sur elle m'a vraiment beaucoup marqué, donc gros coup de cœur, ça a été vraiment mon meilleur 5 étoiles que j'ai pu mettre l'année dernière. L'année dernière, je suis tombée sur un roman qui ne coûtait que 10 euros. Ce roman, s'il n'avait pas coûté 10 euros, je n'aurais jamais acheté et je n'aurais jamais découvert cette énorme saga qui est aujourd'hui Addicted de Christelle Abekadji chez Son Berceau. Là, je vous montre le tome 1, Addicted to You, mais j'aurais très bien pu choisir le tome 3 ou tous les autres tomes parce qu'ils sont vraiment incroyables. Mais j'étais obligée de vous présenter le tome 1. 10 euros. Franchement, s'ils n'avaient pas coûté 10 euros, je n'aurais vraiment pas pris. Et je ne pensais pas autant adorer vraiment cet univers, autant adorer ce tome-là. On va suivre Lily et Lorraine qui sont meilleures amies et qui ont tous les deux une addiction. Lorraine est addicte à l'alcool et Lily, elle est addicte au sexe. Et donc, les deux font croire à leurs familles respectives qu'ils sortent ensemble pour cacher justement leur addiction à leur famille et à leurs amis, à leur entourage. Mais plus les choses vont évoluer, plus le temps va évoluer et plus des sentiments vont éclater au grand jour. Là, en fait, où j'ai vraiment adoré cet univers, où j'ai adoré vraiment ce premier tome, c'est qu'on traite de sujets plutôt adultes, de sujets plutôt tabous qui ne sont pas forcément mis trop en avant dans certaines romances contemporaines. Donc les addictions, l'alcool, le sexe, c'est vraiment des addictions qui existent. Enfin, l'addiction au sexe, c'est vraiment quelque chose qui existe vraiment, qui n'est pas forcément trop mis en avant, ou qui est très peu mis en avant. Et je trouve ça vraiment génial. J'ai adoré cet univers, j'adore les personnages, j'adore Lydie, j'adore Lorraine, j'adore Daisy, j'adore les autres personnages, enfin j'adore j'adore Rose, j'adore tous les personnages en lui-même, mais vraiment le couple Lily-Lorraine, c'est ceux qui ont vécu le plus de choses à travers les tomes. D'ailleurs le prochain tome qui sort en avril, qui est Addicted After All, c'est le tome final en ce qui concerne Lily et Lorraine. Ensuite on continue sur les frères et les sœurs, mais j'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré, tout est vraiment parfait et ça a vraiment été l'une de mes meilleures découvertes de 2025. En restant toujours dans les sagas de romance et tout, il y a évidemment Magnolia Park, The Long Way Home de Jessa Hastings, que j'ai là chez l'édition Ariane, mais qui est disponible en français chez l'édition Hauteville. Je l'ai traîné, je l'ai laissé traîner depuis très longtemps, je l'ai laissé traîner depuis 2024, voilà, sachant qu'il est sorti en... Je crois qu'il est sorti en 2024, je peux potentiellement me tromper... 2022. Il est sorti en 2022, je l'ai acheté en 2023, je l'ai laissé traîner 2 ans. Et ben comment vous dire que vaut mieux tard que jamais. J'ai adoré, franchement j'ai adoré retrouver l'univers, j'adore BG, j'adore Magnolia, j'adore leur relation. J'ai quand même eu un peu de soucis avec Magnolia dans ce tome là parce que j'ai l'impression qu'elle faisait un peu trop genre... trop bébé et genre que BJ on voyait qu'il avait changé mais pour Magnolia c'était pas assez. J'ai dit bah en fait bah si tu vois bien qu'il change, il a fait des efforts et toi tu refuses d'accepter. Bref, je me suis un peu énervée contre Magnolia dans ce tome là, mais j'ai quand même beaucoup adoré, grosse lecture. J'adore la saga Magnolia Park, genre vraiment je l'aime beaucoup. J'ai terminé d'ailleurs là récemment Daisy 8 qui est donc le tome 4, il me reste le tome 5 à lire, après j'aurai terminé la saga parce que à ce jour il n'y a pas de tome 6 de prévu, sachant qu'il y a The Condition of Will et tout ça qui sort, donc il faut aussi que j'achète, donc voilà. Mais j'adore vraiment cet univers, j'adore ces Gossip Girl.
en Angleterre avec des sujets un petit peu plus tabous que j'adore. Genre vraiment, c'est vraiment un univers qui me plaît, qui me passionne. Et on peut le voir, voilà, j'ai postité pas mal ce tome-là, mais j'adore. Voilà, je ne peux pas en dire trop sans spoiler les gens, mais BJ Manuela, en gros, c'est Chuck et Blair. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et Daisy et Christian, c'est Nate et Serena, comme ça peut être Blair des fois et Dan. Voilà, que ça peut être pas mal de personnages, mais BJ Manuela, c'est vraiment le Blair et Chuck de Gossip Girl anglophone. Mais j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai adoré. Ma dernière meilleure lecture de 2025, je vous en ai fait un petit reading mode pour les petits juste là, oula, et c'est The Night and the Mob de Rachel Gillick, que j'ai lu en anglais chez son Orbit, mais qui est sorti en français chez Dusaxus sous le nom du Chevalier de la Phalène. Je trouve l'objet magnifique, mais je préfère mon édition. Genre, regardez, ah là là, la beauté de ce roman, genre vraiment, je le trouve magnifique. D'ailleurs, le tome 2 sort cette année. Oh, je l'ai précommandé, voilà, je l'ai précommandé, il n'y a pas moyen, il faut que je le lise. Ça a été une très très belle découverte pour moi. Rachel Gillick, c'est l'autrice derrière la duologie chez Park King, qui est sortie aussi en français chez De Saxus, que j'avais très envie de découvrir, mais écoutez, celui-ci me faisait de l'œil depuis un moment, je trouvais la couverture magnifique, et j'ai vu des retours extrêmement positifs, des gens qui disaient « Oh non, j'aurais dû attendre la sortie du tome 2 avant de l'acheter, de le lire, oh non, j'adore Roderick ». J'étais pareil, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû attendre la sortie du tome 2 avant d'acheter le tome 1, mais aucun regret, aucun regret. Pour moi, c'est de la dark fantasy. Je vais dire dark cozy fantasy. Pour moi, c'est une vague très dark fantasy avec une palette de couleurs assez sombres. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, j'avais déjà expliqué dans mon reading vlog. Pour moi, la palette de couleurs, en gros, c'est comment je vois en fait le roman. C'est-à-dire que je le vois avec une. Vous voyez la teinte de couleur, enfin, vous voyez les teintes de couleur dans Game of Thrones, dans la série. Et ben, c'est à peu près pareil. Pour moi, ça a cette même teinte de couleur gris foncé, gris clair, avec un peu de blanc, de noir. Et ben, c'est exactement pareil. En gros, j'ai une palette de couleurs sombres en fait pour ce roman. J'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. On va suivre Sibyl qui fait partie des Diviners en gros, où elle rêve de prémonition pour les rois et tout ça. Et un jour, ses sœurs vont commencer à disparaître une à une, et elle va faire appel à Roderick qui est arrivé, qui est un chevalier qui ne croit pas aux Diviners et tout ça. Elle va lui demander de l'aide et elle va dire écoute, j'ai besoin que tu m'aides à retrouver mes sœurs. Et Roderick accepte à la condition, c'est qu'elle aide avec son roi, il me semble, avec des visions et tout. Et en gros, voilà, on va suivre un peu parce que la mission de Roderick est liée à une certaine façon à la mission de Sibyl, et on suit un peu les événements qui se passent. J'ai vraiment adoré du début à la fin. C'est un univers qui m'a beaucoup plu, c'est un univers que j'ai trouvé très dense aussi. J'ai voulu tenter quelque chose de nouveau et ça m'a plu, j'ai vraiment adoré. Je pouvais pas attendre en fait qu'il sorte en français, donc je me suis dit voilà, je l'ai lu en anglais, j'ai adoré, j'ai tellement hâte d'attendre le tome 2, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez encore des doutes sur le lire, franchement foncez les deux. C'est vrai que en anglais j'ai l'impression qu'il est plus petit qu'en français. En français j'ai l'impression que c'est un gros pavé, donc tu me diras, les éditions de Saxus c'est toujours des gros pavés, mais en anglais il fait pas autant de pages que ça, hein. Il fait même pas 400 pages, donc c'est pour vous dire. Donc ça se lit super rapidement, il fait 385 pages, mais j'ai adoré, et sachez que vous arrêtez sur un énorme cliffhanger. Donc j'ai envie de dire, attendez la sortie du tome 2, mais d'un autre côté, n'attendez pas parce que vous êtes obligé de lire. Je passe maintenant à ce qui sont pas les pires lectures, mais mes lectures plus ou moins moyennes. Je n'en ai aucune avec moi parce que je les ai tous lues sur ma Kindle. Le premier, c'est Entre nous la rivière de Alexiane Delis. Alexiane Delis qui est l'autrice derrière la saga de Sang et d'écume. J'avais lu le tome 1 il y a quelques années que j'avais beaucoup aimé, j'ai jamais continué. Mais Entre nous la rivière, je me suis dit pourquoi pas. C'est un one shot de, on va dire, un peu fantasy, mais la fantasy n'est pas présente. J'ai pas du tout aimé. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais je me suis ennuyée et je n'ai pas aimé. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a déplu. Alors peut-être c'était la façon dont notre protagoniste féminine était vue comme une vraie gamine, une vraie enfant. Genre, elle ne savait ni lire, elle ne savait ni écrire, elle ne savait faire pas mal de choses. On aurait dit une enfant. Voilà, simplement. C'est une jeune femme, on aurait dit une enfant, parce que c'est comme ça qu'elle a été élevée, certes. Mais elle était vraiment traitée comme une enfant dans le roman. Et la romance était, mais genre, je l'ai trouvée, mais genre fade, vraiment. Et il y avait un manque d'action. En fait, c'était long. Il y avait énormément de longueur. La romance était fade. Les personnages, je les ai pas plus accrochés que ça. J'ai notre protagoniste qui agit comme une enfant, qui est traitée aussi parfois comme une enfant. Et j'ai pas aimé. Voilà, juste, je n'ai pas aimé. Et pourtant, c'est dommage parce qu'Alexandre Delis, je sais que c'est une très très bonne autrice française qui a énormément de sagas, genre saga Descend d'écume de glace, plus la saga préquelle, ou suite, qui fait du même univers. Elle peut faire de bonnes choses. Mais celui-ci, je n'ai vraiment pas aimé. Je crois qu'il est disponible chez son PKJ, il fait même pas 300 pages, moins 300 pages. Et je pense que c'est pour ça. Je pense que parce que c'était pas long du tout en fait.
il manquait plein de choses. En fait, tout allait tellement vite que j'ai pas eu le temps d'accrocher à l'univers, au personnage, et il y avait vraiment quelque chose qui me manquait, quelque chose qui fait que je n'ai pas accroché. Et en fait, non, j'ai pas du tout accroché, du tout. Voilà, juste, non. J'ai eu du mal à caler celui-là parce que c'est du Freda McFadden, mais je vais dire The Coworker de Freda McFadden qui n'est pas sorti en français. C'est son moins bon. Voilà, alors j'ai lu des romans qui étaient moins bons d'elle, hein, bien évidemment. Pour moi, La Prof, c'est le premier roman que j'ai lu d'elle, j'ai mis 3 ou 3,5, je n'avais pas du tout accroché. Mais à côté de La Prof était bien meilleur que The Coworker. Je l'ai trouvé long, j'ai trouvé fade, j'ai trouvé le pourquoi du comment à la fin. Genre, je me suis dit, ouais, ben, tout ça pour ça. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose. Je l'ai lu parce que Freda McFadden, je l'ai lu parce que je sais que c'est des romans de moins 400 pages. Mais il y a quelque chose qui me manquait, ou il y a quelque chose qui. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a déplu. L'univers des personnages, le fait que le passé soit raconté à travers des emails de l'une des protagonistes qui a disparu, c'est. Je sais pas, il y a quelque chose qui était bizarre, qui m'ont pas plu. Je dis pas que c'était l'ambiance malsaine et tout, pas du tout. Mais en fait, même le retournement de situation, le pourquoi du comment, j'étais genre, mais non, en fait, ça a pas de sens. Ou même si ça a du sens, j'étais genre, ben, non. Enfin, j'ai connu mieux. Franchement, j'ai connu mieux de Freda McFadden, donc ça m'a un peu déçue. C'est vraiment celui qui m'a le plus déçu pour le moment. Pour la sortie de la troisième et dernière saison de l'été où je suis devenue jolie, j'ai fait une relecture de We Always Have Summer, qui à l'époque j'avais noté 4,5 parce que j'avais vraiment adoré parce que j'étais team Jeremiah. Voilà. Mais avec le recul, eh ben, je suis passée à 4,5 à 3,5. Voilà, même 3. Alors, je vois en fait, avec la saison 2 qui est sortie, je vois en fait, j'ai toujours été team Jeremiah, il n'y a pas de souci, j'ai toujours été team Jeremiah dessus, mais c'est vrai qu'avec mes yeux un peu plus d'adulte maintenant, au vu du troisième tome, je comprends pourquoi beaucoup de gens n'ont pas aimé, et j'admets que même la série en elle-même, la saison 3, j'ai détesté Jeremiah, pourtant Gavin c'est un très très bon acteur, je dis pas le contraire, mais j'ai vraiment détesté. Voilà, tout simplement. J'ai moins aimé, en fait, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Genre qu'ils ont voulu rendre Belly tellement plus... Enfin, l'autrice a voulu rendre Belly tellement plus adulte, faire des trucs tellement plus adultes alors que c'est encore qu'une adolescente, voilà. Se marier, tout ça, je sais pas, il y a quelque chose... Je vais pas dire qui m'a dérangé, mais il y a quelque chose que j'ai pas aimé. Je saurais pas vous dire quoi, mais j'ai trouvé ça assez fade, j'ai trouvé ça lent. Et en fait, j'ai pas aimé comment Jeremiah, genre, traitait Belly. Genre vraiment, je me suis dit bon bah ok, mais j'ai adoré voir ça sur petit écran, voilà tout simplement, et j'ai adoré bien évidemment voir entre l'épilogue et la fin du roman et l'épilogue, voir les chapitres, enfin les épisodes à côté, j'ai trouvé ça vraiment original. Je vois pas la nécessité de faire un film, je tiens à vous dire, je ne vois pas la nécessité de faire un film, là genre la série est clôturée, mais voilà, j'ai préféré la saison 3 j'ai préféré l'été où je suis joué en saison 3 que plutôt en livre. Celui-ci me fait mal, me fait très mal, mais Redeeming 6 de Chloé Walsh, c'est le tome que j'ai le moins apprécié pour le moment. Alors, Saving Six, j'avais beaucoup apprécié, c'était l'introduction de Yafi, ou Ayaf, je sais pas comment on prononce, mais Redeeming 6, je n'ai pas aimé, genre, alors, je vais pas dire que j'ai mis 3,5, mais je n'ai pas accroché du tout, c'est-à-dire que notre protagoniste masculin changeait. C'est un peu comme BJ Manuela dans Manuela Park, le tome 3. Notre protagoniste masculin changeait, faisait des efforts, mais Ayof était là, elle fait bah non en fait, c'est genre, ils se prennent la tête, ils couchent ensemble, et après Ayof est là, et genre, enfin elle est là, mais genre, non j'ai fait une erreur, c'était une mauvaise chose, puis ensuite ils se redisputent, et en fait c'était un cycle sans fin, genre, on se dispute, on couche ensemble, on se redispute, on couche ensemble, on redispute, tout ça avec, en fait c'était que ça du début à la fin, ce qui fait que j'ai manqué à apprécier. Enfin, il y avait un manque de tout en fait. J'ai moins apprécié l'univers, j'ai moins apprécié les personnages, j'ai moins apprécié la relation dans ce tome-là. J'avais beaucoup plus adoré Saving Six que Redeeming Six, ce qui est plutôt dommage. Mais voilà, c'est le moins bon des tomes pour le moment. Celui-là aussi il me fait un peu mal parce que c'est une saga que j'adore. It's in Esquisse de Julia Quinn, qui est donc le septième tome de la saga des Bridgerton. Voilà. Ce tome-là était sur Yancite et j'ai trouvé la romance fade. En fait, j'ai retrouvé la romance inexistence. La romance était fade, les personnages étaient fades, il se passait rien d'intéressant. On était plus centré sur Yancite et notre protagoniste masculin qui essayait de résoudre, essayer de traduire le journal intime de la mère de notre protagoniste masculin qui était en italien, que être concentré sur la romance en elle-même. J'ai adoré voir Lady Danbury beaucoup plus présente dans ce tome-là. J'ai adoré sa relation avec Hyacinthe, mais le reste, je l'ai trouvé fade, enfin, il n'y avait rien du tout.
c'était lent, il ne se passait rien. À côté, le tome de Héloïse, qui est considéré comme le moins bon de la saga, était meilleur. Genre, il se passait plus de choses. Genre, j'ai super hâte de voir la saison 5 centrée sur Héloïse que de voir la saison sur Hyacinthe, quand ça va arriver. Alors, à moins que la saison soit un peu plus prenante et qu'il change certaines choses, mais je n'ai vraiment pas apprécié ce tome-là. Je passe maintenant à mes 5 mentions honorables, ces romans qui n'ont pas été mes top favoris de 2025, mais qui ont été de très très bonnes lectures et que j'ai vraiment adoré découvrir. Le premier, c'est Paladin's Grace de T. Kingfisher chez Édition Orbit, qui est une darkly whimsical cozy fantasy. On va suivre un paladin qui tricote des chaussettes. Voilà, déjà la couverture, j'ai dit oui, mais ensuite un paladin qui tricote des chaussettes. Oui, en plus. On va suivre Grace qui, en gros, travaille dans une parfumerie et elle est appréhendée, enfin, elle est poursuivie par des truands et elle est sauvée par Steven qui est donc notre paladin. Et pour essayer de se sauver un peu de ces malfrats, ils doivent faire semblant d'être dans une position un peu compromettante. Et un peu plus tard, quelques jours après, Grace et Steven sont tous les deux témoins d'un meurtre et les deux vont un peu naviguer dans cette enquête un peu pour essayer de trouver qui est responsable de ce meurtre, parce que tous les accusent eux parce qu'ils étaient présents. Enfin, en tout cas, tout accuse Grace parce que elle travaille dans la parfumerie. Bref, vous avez compris un peu le délire. J'ai vraiment adoré l'univers, le fait que ce soit vraiment une romantasy mais genre adulte, c'est-à-dire que ces personnages ont la trentaine et je trouve ça vraiment génial et très rare. J'ai adoré. J'aimais que le début était un peu long, mais ensuite je suis tout de suite partie dedans. J'ai vraiment adoré découvrir. J'ai très hâte d'acheter la suite. Il y a 4 tomes au total, ou 5, je crois qu'il y en a 5. 1, 2, 3, 4, il y en a 4. Scent of Steel, j'ai vraiment adoré. Et très très hâte. Je crois qu'il y a un roman de T. Kingfisher qui est déjà sorti en français. Je vais vous mettre la couverture juste là. Ouais, j'ai envie de découvrir ces autres romans, mais j'ai adoré en tout cas celui-ci. Le prochain, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est Fantasma de K.D. Smith que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez Caraval, vous allez adorer ça. C'est Caraval, mais un peu dark fantasy avec des scènes assez smutty spicy. Alors, soit ça passait, soit ça cassait pour beaucoup de personnes. Moi, c'est passé, bien évidemment. J'ai retardé ma lecture depuis 2 ans, je crois. Enfin, en tout cas, depuis 2024, début 2024, j'avais retardé ma lecture parce que j'avais peur de ne pas être à fond dedans. J'ai commencé, le début était un peu long, mais ensuite, une fois que notre protagoniste rentre dans les jeux, c'était vraiment génial. En gros, c'est 7 péchés capitaux en jeu, mais mortels. Voilà, c'est tout. Avec un fantôme et une romance assez smutty, spicy. J'ai vraiment adoré le tome 1. C'est vrai que j'ai le tome 2 qui m'attend sur ma Kindle, mais j'ai perdu tout intérêt de vouloir lire cette saga, ce qui est plutôt dommage. Mais en tout cas, le tome 1, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais adoré l'univers, j'avais adoré les personnages, j'avais adoré la romance, j'avais adoré le retournement de situation. Les épreuves, je les ai aussi trouvées tellement folles et tellement originales. J'avais vraiment beaucoup aimé l'univers. Ça se passe à Nouvelle-Orléans, une histoire de sorcière, de malédiction. Voilà, il y avait vraiment une touche de surnaturel à côté. Et vraiment, c'était vraiment génial. J'ai vraiment adoré. Le troisième roman, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est Carnet de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud chez l'édition Scrinéo, il me semble, qui est le deuxième tome de la saga Les Mémoires de la Forêt, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pleuré. Je crois que j'avais mis 4,5. J'ai vraiment adoré ce tome-là. Autant le tome 1, j'avais bien aimé. Le tome 2 m'a vraiment beaucoup touché, plus que le tome 1. Le tome 1, j'avais pleuré aussi, mais celui-ci, j'ai pas arrêté de pleurer. C'était beau, c'était triste, c'était magnifique. Les dessins sont très beaux, l'univers est vraiment incroyable. On est vraiment sur le côté très famille dans ce tome-là, que j'avais vraiment beaucoup adoré. L'univers est vraiment génial. Il me reste le tome 3 et 4 à lire, chose que j'aimerais beaucoup faire cette année, mais je vais attendre le printemps pour lire le tome sur le printemps. Ou je crois que c'est l'été, je sais plus. Mais en tout cas, je vais attendre que ce soit la bonne saison pour lire le tome 3 et le tome 4 c'est Non, le tome 3 est en hiver, mais il faut que je lise pendant que j'ai encore le temps. Mais alors, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers et j'aime beaucoup les personnages et c'est des romans jeunesse qui m'ont beaucoup touchée. Ma quatrième mention honorable, c'est Number in the Ashes de Saba Tahir que j'ai là chez édition Harper Voyager mais qui est disponible en français. Ça a été une très belle découverte depuis le temps que j'avais envie de découvrir cette saga. Je l'ai découvert, je l'ai adoré. Je crois qu'on va suivre Leila qui vit sous une main de fer sous l'Empire martial. Son frère est arrêté pour trahison et ses parents viennent juste de mourir et Leila est obligée de faire une décision en échange de l'aide des rebelles pour sauver son frère. Elle doit risquer sa vie en tant qu'espionne pour espionner l'académie militaire de l'Empire, tout ça. Et à côté, on va suivre Elias qui est le soldat le plus meilleur de l'académie et je crois qu'on va suivre un peu la relation entre les deux, leur univers, parce que Elias lui cherche juste d'être libre mais ce n'est pas possible. J'ai vraiment adoré ce premier tome, j'ai adoré l'univers très Sahara, tout ça, c'était vraiment magnifique, c'était très beau. J'ai adoré le fait qu'on soit vraiment
qu'on ait deux personnages qui se rencontrent très peu dans ce roman, mais leurs destins sont quand même liés d'une certaine façon, et j'ai vraiment adoré aussi les retournements de situation, le petit triangle amoureux qu'il y a, le fait que la romance soit vraiment un peu au second plan, j'ai beaucoup aimé. C'est un univers très très dense aussi, avec de très très bons personnages, il y a tout univers d'épreuves aussi qui m'a beaucoup plu, voilà, et gros retournement de situation à la fin, j'ai adoré, j'ai très hâte en tout cas de continuer, et le but serait quand même que je termine cette saga cette année. Ma dernière mention honorable, c'est bien évidemment First Time Caller de B.K. Robinson, qui est donc le premier tome de sa saga Earthstring, là chez l'édition Palm, qui est aussi sorti en français. Je l'ai acheté le mois de sa sortie, donc c'est-à-dire en mai-juin 2025, et je l'ai lu que fin 2025. Je l'ai repoussé, pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai regretté de l'avoir repoussé? Oui, parce que j'ai adoré ma lecture. Genre vraiment, j'ai vraiment passé un très très bon moment. On va suivre Aidan Valentine qui a un souci. Il a une émission de radio au sujet de l'amour, mais le problème c'est que lui ne croit plus en l'amour. Jusqu'au jour où une petite fille va le téléphoner pour lui demander des conseils d'amour à sa maman, et sa mère qui s'appelle Lucie va prendre le téléphone, lui dire pourquoi est-ce que vous parlez à ma fille, vous êtes un sale pervers et tout, et en gros on va dire que cette émission là va faire un carton, et l'émission radio propose à Lucie de venir dans l'émission de Hayden pour que Hayden aide Lucie à trouver l'amour. Elle accepte, mais des sentiments ont commencé à évoluer entre Hayden et Lucie, et j'ai vraiment adoré ma lecture. C'était digne des comédies romantiques, des rom-coms vraiment des années 90-2000, toute cette ambiance que j'adore, les retournements de situation, toute la scène au bowling et tout, oh là là, qu'est-ce que j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Ça aurait pu faire partie de mes meilleures lectures 2025, mais il y avait meilleur. Mais j'ai adoré, j'ai précommandé le tome 2 qui sort ce mois-ci, qui sort la semaine prochaine d'ailleurs, que j'ai hâte d'avoir et de lire aussi parce que c'était vraiment génial. Et puis tout ce système de radio, j'ai pas l'habitude de lire ça dans les romances contemporaines, ça m'a plu, j'ai adoré, j'ai envie d'en découvrir plus. C'est comme ces mots que nous taisons. L'univers médical, et ben pareil, j'ai envie d'en lire plus. Et l'univers autour de la radio, j'ai envie d'en découvrir plus. Voilà. J'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort niveau romance et de découvrir d'autres univers. J'ai vu qu'il y avait des romances autour de la boxe qui sont sorties que j'ai jamais lues. Voilà, c'est vraiment des romans comme ça qui me font sortir un peu de ma zone de confort niveau romance que j'ai envie de découvrir plus. Et ça, j'ai vraiment apprécié. En plus, la couverture, je la trouve magnifique. Et le tome 2, and now back to you. Ça va être génial aussi. Donc voilà, c'est tout en ce qui concernait mes meilleures et pires lectures de l'année 2005. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi, j'aimerais bien savoir quelles ont été vos pires et meilleures lectures de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez choisir qu'une seule meilleure lecture de 2025, laquelle ce serait? En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo. J'ai adoré vous parler de ces meilleures découvertes que j'ai eues. La saga Addicted a été une énorme découverte. J'ai adoré reprendre Manuela Parks, très clairement, puisque je viens de finir The 8. Mais j'ai adoré aussi toutes ces mentions honorables qui m'a fait un peu sortir de ma zone de confort. Je suis quand même pas mal sortie de ma zone de confort l'année dernière, ce qui m'a beaucoup plu, chose que j'aimerais beaucoup continuer cette année. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!